Le 28 décembre 1953, un enfant voit le jour en Californie. En grandissant aux États-Unis, le petit garçon passionné développe très tôt deux grands centres d'intérêt. Les ordinateurs, qui commencent à arriver, et le sport, surtout le football américain et les tactiques de jeu. Plus tard, il fait de très longues études et décroche un grand diplôme dans une célèbre université américaine, où il apprend à gérer des entreprises et comprendre la stratégie. Au début des années 1980, son travail l'emmène au cœur de la Silicon Valley. Cet homme rejoint alors la grande société d'Apple, où ce passionné occupe un travail très important dans la vente et la publicité, en travaillant directement avec le patron qui était Steve Jobs. Mais malgré ce super travail dans les ordinateurs, ce passionné reste persuadé que les jeux vidéo peuvent devenir une vraie passion pour tout le monde, comme les films ou la musique par exemple. En mai 1982, guidé par cette idée, cet ancien employé prend la décision de quitter son travail chez Apple. Ce dernier utilise sa propre argent pour créer sa propre entreprise de jeux. Au départ, il s'appelle Amazon Software. Et ce fondateur trouve ce nom trop prétentieux. Le créateur veut plutôt mettre en avant les dessinateurs et les programmes en les traitant comme des vrais artistes. Le 28 mai 1982, un homme s'apprête à changer à jamais le visage du divertissement interactif. Trip Hawkins. C'est à cette date exacte que la société choisit officiellement le nom Electronic Arts. La jeune entreprise fait quelque chose de nouveau. Elle met la photo des créateurs directement sur les boîtes de jeux, comme les pochettes de disques de musique. Tout est enfin en place pour que la belle aventure commence. Une fois l'entreprise bien installée, la passion de son créateur pour le sport revient au premier plan. Mais pour réussir, il y a une intuition géniale. Les joueurs ne veulent plus de petits bonhommes anonymes sur leur écran. Ils veulent de vraies stars, de vrais noms d'équipe. Dès 1983, la société sort un jeu de basket avec le vrai visage de deux légendes du terrain. C'est un premier succès qui confirme une idée simple. Pour gagner, il faut du réalisme, mais le véritable grand coup arrive quelques années plus tard. En 1988, après de très longs mois de discussion, le fondateur réussit à convaincre un entraîneur très célèbre du football américain, John Madden, de donner son nom à un jeu vidéo. Cet entraîneur accepte, mais pose une règle stricte. Ce jeu doit être un vrai match à 11 contre 11, sans tricher. Le jeu devient un succès gigantesque et montre tout ce que l'entreprise est capable. La société décide de créer une équipe spéciale réservée aux jeux de sport dès 1991. Après un petit problème de nom avec une chaîne de télévision, cette branche prend officiellement un nom que tout le monde connaît aujourd'hui, EA Sports, accompagné de cette voix culte. EA Sports. It's in the game. Pour devenir le roi absolu, il reste une dernière étape, conquérir la planète entière. Et pour ça, il faut s'attaquer au sport le plus populaire, le football. En décembre 1993, l'équipe lance le tout premier jeu FIFA sur console. On voit le terrain en diagonale et non en vertical. Les graphismes sont incroyables, bon, pour l'époque, hein, et on entend aussi les supporters chanter, comme si on regardait le match directement à la télévision. À partir de ce moment-là, EA Sports il commence à devenir imbattable. L'entreprise achète les droits exclusifs des plus grands championnats du monde, donc le football, le hockey, le basket et même le golf. Plus personne ne peut rivaliser. Ce qui était au départ une simple idée entre passionnés est devenu le plus grand patron incontesté du jeu vidéo de sport. Après avoir grimpé tout en haut de la montagne et pris le contrôle total du monde des jeux vidéo de sport, quelque chose commence doucement à se casser. Au fil des années, la petite entreprise passionnée, créée par des amoureux de sport, on le rappelle, se transforme en une énorme machine à sous. Cette transformation va déclencher une colère immense chez les joueurs. Le premier grand problème vient d'une idée devenue une habitude mécanique. Sortir un tout nouveau jeu chaque année, sans faute. Au début des années 1990 et 2000, chaque nouvelle édition apportait de vraies nouveautés, des graphismes nettement plus beaux et des nouvelles façons de jouer. Mais très rapidement, les développeurs se retrouvent coincés dans un rythme infernal. Ils n'ont plus que 12 mois pour fabriquer le jeu suivant. Résultat, il devient humainement impossible d'inventer de nouvelles choses vraiment nouvelles en si peu de temps. Année après année, les joueurs commencent à se rendre compte d'une triste réalité. En achetant la nouvelle édition à sa sortie, ils ont l'impression de payer le prix fort, souvent jusqu'à 70 ou 80 euros, pour ce qui ressemble simplement à une petite mise à jour. Les maillots changent, les transferts de joueurs sont mis à jour, les menus changent
simplement de couleurs, mais le jeu reste exactement comme il était il y a 12 mois. La communauté commence à répéter cette même phrase en boucle chaque année. On nous vend tous les ans une mise à jour. Mais le problème ne s'arrête pas là. À force de se précipiter pour tenir la date de sortie annuelle, sans jamais prendre le temps de corriger les fondations du jeu, les bugs commencent à s'accumuler de manière catastrophique. Au lieu de vivre une vraie simulation fluide, les joueurs se retrouvent face à des scènes absurdes et ridicules. Des gardiens de but qui laissent passer le ballon entre leurs mains, des collisions bizarres, où deux footballeurs s'en mêlent les pieds, s'envolent dans les airs, ou encore des arbitres qui sifflent des fautes invisibles. Plus grave encore, le jeu en ligne souffre de problèmes de connexion constantes, de ralentissements handicapants et de bugs de gameplay répétitifs que certains joueurs exploitent pour tricher et gagner facilement. Pour ne rien arranger, une immense frustration apparaît avec l'arrivée des modes de jeu basés sur des cartes virtuelles et des microtransactions. Les joueurs réalisent qu'après avoir déboursé une forte somme pour acheter le jeu de base, le jeu pousse constamment à sortir leur carte bancaire pour ouvrir des packs au hasard et espérer obtenir les meilleurs joueurs. Cette perte de confiance n'est pas restée cachée dans les forums de discussion, elle s'est étalée dans la presse mondiale et a déclenché des scandales gigantesques. Le mécontentement a pris une telle ampleur que la presse financière et spécialisée a commencé à consacrer des centaines d'articles à la dérive de l'éditeur. Le coup de grâce est arrivé lorsque la société a été publiquement élue la pire entreprise d'Amérique par le site consumériste. C'était du jamais vu pour un studio de jeux vidéo. Être classé pire qu'un géant pétrolier responsable d'une marée noire ou des banques accusées de fraude financière. Des journaux comme Forbes ou The Guardian ont analysé ce phénomène, expliquant qu'une entreprise censée vendre du rêve et de divertissement avait réussi à se faire détester à ce point par ses propres clients. Et ce sentiment a été nourri par des scandales à répétition autour de leurs jeux de sport. Par exemple, le scandale EA Gate. En 2021, la communauté du jeu FIFA découvre l'impensable. Des rumeurs très vite confirmées par l'ouverture d'une enquête officielle révèlent qu'au moins un employé vendait directement sous le manteau des cartes virtuelles ultra rares et surpuissantes. Des joueurs ont déboursé plus de 1000 € en argent réel sur le marché noir pour obtenir des cartes virtuelles introuvable dans les paquets normaux. Ce bad buzz colossal a prouvé à quel point le système de paquets payants était devenu absurde et inaccessible. La guerre contre les lootbox et les lois sur les jeux d'argent. Les paquets de cartes de leurs jeux de football ont attiré l'attention des gouvernements du monde entier. Plusieurs pays comme la Belgique ou les Pays-Bas ont assimilé ces mécaniques payantes au hasard à des jeux d'argent illégaux destinés aux mineurs, forçant l'éditeur à désactiver l'achat de la monnaie virtuelle dans ces régions pour éviter la justice. Il y a aussi le divorce avec la FIFA et le nom de trop. Symbolique ultime de ce décalage, la Fédération internationale de football a elle-même fini par claquer la porte après que l'éditeur a refusé de payer plus cher que le nom, contraint à changer le nom de sa franchise star pour rebaptiser eSport FC. Le géant américain a dû faire face à des moqueries et des scepticismes d'une communauté qui voyait une preuve supplémentaire d'un studio guidé uniquement pour la rentabilité. Tous les ans, EA payait 50 millions pour utiliser le nom FIFA, donc dans la plupart des jaquettes on voyait FIFA, mais depuis FC 24 qui devait être FIFA 24, la FIFA en demandait 100 millions d'euros par année pour utiliser leur logo, ce que EA ont refusé. Donc maintenant le jeu s'appelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, EA FC. Tout récemment, la sortie de leur jeu de football américain universitaire, College Football, a provoqué une nouvelle tollée, en bloquant des fonctionnalités de progression et des modes de jeu solo derrière des microtransactions payantes, qui étaient pourtant gratuites dans les versions précédentes. L'éditeur s'est attiré une vague de haine, de critiques et de notes désastreuses. À travers tous ces scandales, relayés en boucle sur Internet et dans les médias, l'image de la marque est passée d'un studio pionnier à celle d'une entreprise prête à tout pour extraire le moindre euro de ses joueurs, scellant une rupture presque totale avec sa communauté. Là, on arrive à un chapitre plus personnel. Je suis un grand joueur de FIFA. J'ai pas joué à énormément de FIFA, mais depuis FIFA 12 jusqu'à du coup FC 26, donc chaque année c'était 100 balles déboursées dans les jeux. Donc si on fait les calculs, 14 fois 100, si on ajoute les taxes, ça fait plus de 1500 balles dépensées pour un jeu. Et pourquoi c'est plus un chapitre personnel? C'est que là, je vais un peu taper sur EA Sports. Là j'essaie d'écrire un truc tranquille avec quelques scandales qu'il y a eu. Mais là, je vais donner mes propres avis personnels que beaucoup de gens ont été d'accord sur les forums ou autres. Déjà que le jeu se ressemble chaque année, mais pas que.
Quand vous rentrez sur Ultimate Team, vous avez déjà un menu. Bon, le menu il est simple. On a le menu d'accueil, play, pour jouer en ligne, on a le transfert, etc. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est un bug qui se transmet d'année en année. Je pense que la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo ont joué à FIFA déjà, et surtout le mode Ultimate Team. Le mode Ultimate Team, il était bien. Déjà qu'il était venu sur FIFA 9, donc c'était quand même une belle avancée. Quand j'étais sur l'application mobile, donc il y a une version où on peut jouer directement soit sur PC, Xbox ou la PlayStation, mais tu pouvais aussi avoir l'application sur ton téléphone. Donc tu pouvais aller sur le marché des transferts, faire des SBC, mais tu ne pouvais pas faire de vrais matchs. C'était seulement sur la console. Et là, le problème, je pense que certaines personnes le voient déjà venir. Sur le marché des transferts, par exemple, tu peux faire une offre qui expirera à la fin du temps imparti, ou tu peux acheter directement le joueur si tu n'as pas envie d'attendre. Sur FIFA 19, je m'amusais énormément à mettre des enchères pour vendre les joueurs plus chers. Je pense que la plupart des gens faisaient ça, surtout en 2015. Mais le bug qui m'énervait arrivait au moment où tu voulais mettre une enchère, mais une autre personne mettait le même nombre d'enchères pour ce même joueur. Et après, on a un message d'erreur qui nous affiche: il y a déjà une autre personne qui a mis une enchère de la même valeur que toi, donc mets plus cher. Mais le problème, c'est que si tu mets plus cher, même 10 fois plus cher ou même 20 fois plus cher, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, vu que tu l'as fait en même temps que la personne, ou peut-être 2 secondes après, ça dépend, ça a tout simplement bloqué le fait que tu peux mettre des enchères. C'est-à-dire tu peux aller sur n'importe quel joueur, essayer de mettre une enchère et tu avais toujours ce message. Et pour désactiver ça, il fallait quitter le jeu et revenir. Mais quand le joueur que tu voulais avoir reste 30 secondes avant d'expirer et tu ne pourras plus remettre d'enchères, et les prochaines hautes enchères qui sont à peu près potables arrivent dans 30 minutes, c'est assez long. Donc si tu as ce bug et il te reste 30 secondes et une personne n'a jamais une enchère, il faut que tu quittes le jeu, avoir le menu de départ, cliquer sur login, le chargement qui prend une décennie, et là tu vois, le jeu il a expiré et tu ne peux plus le revoir. Et ça, c'était sur FIFA 19. Ça arrive aussi sur FC 26. Donc 7 ans plus tard, le bug n'est toujours pas réglé. Sur FIFA 22, il y avait le mode carrière. C'est hors du mode Ultimate Team. Tu avais mode carrière, club pro et autres. Sur le mode carrière, je prenais un joueur, peu importe, je créais mon propre perso ou je prenais un joueur déjà existant. Je faisais mes matchs tranquillement et d'un coup, je me blesse. Que ce soit la première saison, deuxième saison, bref, ça ce n'est pas vraiment important. Je me blesse, donc 6 mois de blessure par exemple, et là je skip les jours. Je passe, je suis blessé, donc je passe directement de titulaire à remplaçant et c'est tout à fait normal. Les jours passent, les jours passent, les jours passent, et là quand ça arrive la fin de la saison, plus rien. Plus rien, ça affiche rien du tout. Je sais pas si c'est que moi qui a eu ce bug là, mais il n'y a plus rien. Tu peux plus skipper le jour, tu n'as pas de notification, tu peux juste aller dans mon joueur, dans les paramètres ou autre. Même si tu relances, ça ne fait rien. Donc j'avais joué plusieurs heures sur ce mode et j'ai dû recommencer à zéro. Je suis toujours sur FIFA 22, j'ai recommencé et j'ai eu le même bug. Donc au bout de la première ou la deuxième saison, je me blesse encore et j'ai eu le même bug. Sur FIFA 24, heureusement ça a été réglé. Après j'ai pas énormément joué en carrière et je me suis pas encore blessé, donc je peux pas savoir vraiment si le bug a été réglé. Mais sur FIFA 24, il m'est arrivé la même chose. Donc première ou deuxième saison, je me blesse, bim, ça bug, softlock, je dois recommencer à zéro. C'est vrai que dans cette vidéo, je parle énormément de FIFA, mais c'est peut-être l'un des jeux les plus connus de l'éditeur, de eSport. Mais je peux parler aussi, par exemple, de NHL, sur lequel j'ai joué pas mal. J'avais le NHL 12 sur PS3. Et ce que je peux vous dire, c'est que les graphismes n'ont pas vraiment changé sur NHL 26, alors que le jeu a 14 ans de différence. 14 ans de différence, le jeu ne change presque pas. Lots of time left in this period. 1-0 is where we... Bref, aujourd'hui la situation reste bloquée dans un cycle sans fin. D'un côté, on a les millions de joueurs qui sont encore passionnés, qui achètent le jeu chaque année, et de l'autre côté, dont j'en fais partie, qui va arrêter d'acheter le jeu et qui critique le jeu en permanence. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que eSport a perdu cette flamme, et je voulais aussi le transmettre. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui vont transmettre ça aussi, et c'est de ça que je voulais parler. EA a perdu la flamme qu'il y avait de base. Avant, il y a certains jeux avec des nouvelles fonctionnalités. Maintenant, ils peinent à se réinventer. Et maintenant, pas mal de joueurs qui ont joué à FIFA ou qui ont possédé un jeu eSport se posent cette fameuse question. Combien de temps ce modèle peut-il encore tenir avant que la rupture ne soit définitive?